Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. C'est une erreur courante de croire que les débats idéologiques se déroulent principalement et même exclusivement à l'université et qu'ils n'ont pas d'impact sur notre vie réelle, sur l'organisation de la société. Erreur, terrible erreur. Les idéologies colonisent le monde des médias, de la publicité, du marketing, de l'administration, de l'économie. Et c'est un des grands mérites de Pascal Leduc, mon invité aujourd'hui, président de Leduc Vente, Stratégie et Conseil, d'évoluer tout à la fois dans le monde de l'entreprise et celui des idées. Donc c'est un de ses grands mérites de nous le démontrer à travers ses textes qui paraissent à la fois dans la revue L'Action nationale et dans les grands journaux, une réflexion qui est à la fois ancrée, je le dis, dans les grands débats qui traversent notre temps et dans une connaissance intime du monde de l'entreprise. Figure nouvelle de notre vie intellectuelle, il jette un regard neuf sur nos enjeux collectifs et nous invite à renouer avec le nationalisme économique. Et c'est un bonheur de le recevoir aujourd'hui aux Idées mènent le monde. Pascal Leduc, bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Question première qui nous ramène il y a un an. Il y a un an et quelques mois, un mot était sur toutes les lèvres, nationalisme économique, ou encore démondialisation. Il y avait cette idée que la mondialisation, avec la crise de la COVID, venait de frapper un mur et qu'il était nécessaire de renouer avec les principes du nationalisme économique. Un an plus tard, il y a probablement une forme de désenchantement idéologique. Notre seule urgence aujourd'hui, c'est pas de changer de modèle, c'est de sortir de la crise, de renouer avec les libertés les plus ordinaires, les plus banales, mais les plus charmantes. Est-ce qu'un an plus tard, on peut dire que la réflexion sur le nationalisme économique, la démondialisation, le rapatriement des capacités industrielles dans nos pays, est-ce que cette réflexion est toujours d'actualité? Elle est évidemment toujours d'actualité, Mathieu, et je dirais sous plusieurs angles. On a pensé d'abord aux biens essentiels. Alors, quelle est notre capacité à se doter de biens essentiels et de pouvoir localement agir sur la disponibilité et l'approvisionnement des biens essentiels en temps de crise? Il y a eu beaucoup d'apprentissage là-dessus, tant au niveau alimentaire qu'au niveau pharmaceutique et même de produits je dirais, de consommation moins courante, comme les voitures et les pièces de voiture. Et à ce sujet, les discussions ont été différentes d'un secteur à l'autre. Par exemple, on a parlé évidemment d'un certain nationalisme vaccinal. On a parlé de nationalisme à plusieurs sauces et celui-là est assez intéressant. Je dirais d'entrée de jeu que je suis pas un grand fan de ce qu'on a appelé le nationalisme vaccinal pour une simple et unique raison. Qu'entendez-vous par nationalisme vaccinal? Ben, c'est la capacité de se doter d'une industrie productrice de vaccins chez soi, sans avoir à dépendre nécessairement du multilatéralisme ou des ententes avec les autres pays. Alors, l'idée n'est pas mauvaise, mais c'est aussi une fausse bonne idée, c'est-à-dire que plus de 75% de nos médicaments génériques, entre autres, proviennent de l'Asie ou proviennent de pays à l'extérieur du continent. À ce moment-là, les délais de livraison sont longs, les approvisionnements deviennent critiques, surtout en temps de crise. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que des produits de base, mais qui peuvent sauver des vies, au niveau du diabète, de la dépression et des maladies cardiaques, ce sont des produits dont on dépend essentiellement de l'étranger. Alors, c'est tout, je dirais, le cycle pharmaceutique, le cycle d'approvisionnement qui est à regarder, non seulement les vaccins. Et il faut repenser à soit relocaliser la production ou s'assurer du moins d'un accroissement de l'achat local de médicaments clés, d'une gestion d'inventaire et probablement aussi d'ingrédients médicaux qu'on identifiera comme étant essentiels, dont on gardera une certaine mainmise. Alors, réflexion essentielle donc sur la capacité de production non seulement vaccinale, capacité de production des médicaments. Est-ce qu'il y avait, ramenons-nous une journée avant la crise, ramenons-nous une journée avant la pandémie, est-ce qu'il y avait déjà dans ce domaine de l'industrie une réflexion en se disant tôt ou tard, si jamais il y avait crise, nous n'aurions pas les capacités, justement, de fournir en médicaments, la capacité de fournir, au-delà de la question du vaccin qui est les plus récente, est-ce qu'il y avait déjà cette conscience des limites de certains modèles d'approvisionnement dits mondialisés, ou est-ce que ces questions-là sont apparues avec la crise quand on s'est rendu compte que la machine pouvait se dérégler?
Très bonne question. Depuis assez longtemps au Canada, les relations entre le gouvernement et l'industrie pharmaceutique se sont essentiellement brisées, pour ainsi dire, et c'était évolutif. Mais il y a eu plusieurs conflits ou discussions acrimonieuses entre l'industrie et le gouvernement sur le prix des médicaments, par exemple. La façon pour les entreprises de produire à meilleur coût est souvent de transférer leur production dans des pays où la main-d'œuvre est non seulement disponible, mais elle est moins chère. Alors, je vous relance sur c'est une réflexion intéressante que vous nous proposez ici. Est-ce que ça veut dire qu'en gros, démocratiser, entre guillemets, l'accès aux médicaments impliquait de désindustrialiser au moins partiellement le Canada dans sa capacité de soutenir l'industrie pharmaceutique? C'est-à-dire, si on veut être capable d'avoir les médicaments au plus bas prix, au plus bas coût, en échange, il fallait renoncer à maîtriser ce domaine. Il faut accepter d'acheter ailleurs, là où les coûts de production sont beaucoup plus bas. C'est tout à fait ça. Et on peut pas blâmer le gouvernement d'avoir voulu baisser les coûts des médicaments. C'est normal. Le ministère de la Santé est un ministère qui nécessite beaucoup d'investissements, avec beaucoup de pression sur les taxes et impôts. Donc, l'idée du gouvernement de faire baisser les prix n'était pas nécessairement mauvais. Mais à votre point, on est peut-être allé un peu trop loin et on s'est retrouvé dans un endroit où on possède plus notre industrie. C'est un peu pourquoi je vous dis que le nationalisme vaccinal, c'est assez à courte vue. Il y a tout un champ là pour une redéfinition de nos capacités dans le secteur de la santé, aussi de réinvestir en recherche et développement, et c'est quoi la production minimale qu'on a besoin, et pour les gouvernements, même provinciaux, je pense qu'il y a eu du bon leadership pendant la crise du gouvernement du Québec et du gouvernement de l'Ontario pour regarder les façons de faire pour s'assurer de protéger les populations de pénuries qui manqueront pas d'arriver dans une prochaine pandémie. Alors, vous l'évoquez, donc on est dans un domaine central qui est celui de la capacité de soigner les populations, de soigner les peuples, ce qui est loin d'être un détail. Dans la présente crise, on peut dire qu'il était difficile de prévoir à l'avance qu'une telle crise viendrait. Donc ça, il y a une réaction d'urgence. Mais la réflexion sur la démondialisation, entre guillemets, est antérieure à la crise. La réflexion sur le nationalisme économique est antérieure à la présente crise. Et il y a un autre domaine où ces questions-là se posent encore, c'est la question de l'industrie alimentaire. Ça, c'est une autre dimension assez importante. C'est une réflexion qui circule depuis un bon moment dans les milieux plus conservateurs, entre guillemets, mais aussi les milieux écologistes, l'importance des circuits courts, l'importance de fonctionner dans des circuits d'approvisionnement où, finalement, on redécouvre l'enracinement, la communauté, le milieu. Est-ce que ces réflexions qui pouvaient sembler, je dirais, poétiques et bucoliques, il fut un temps, est-ce qu'elles ont aujourd'hui une portée réelle dans l'organisation de l'industrie agroalimentaire, par exemple? Est-ce qu'au-delà de la poésie de l'enracinement, de la poésie des circuits courts, est-ce qu'il y a une pertinence économique à cette réflexion aujourd'hui, au visage de la crise, mais pas seulement? Tout à fait, tout à fait. Et je crois que la crise nous a en fait ouvert les yeux sur plusieurs défis réels dans l'agroalimentaire, entre autres. Donc, par exemple, on sait tous au Canada qu'il y a 4 ou 5 grands détaillants qui possèdent environ 80% des affaires. Donc, les marchandises, c'est-à-dire les biens de consommation, ou plus précisément en alimentation, passent à travers les réseaux de 5-6 grands détaillants au Canada. On voit aussi, si vous me permettez un peu je dirais l'observation philosophique, on voit aussi un peu le capitalisme qui arrive devant ses contradictions. C'est-à-dire, le capitalisme, c'est la libre concurrence, le plus de concurrents possible, et à un certain moment, il y a des concurrents qui se mettent à gagner, d'autres qui disparaissent, et à la fin, on se retrouve non en libre concurrence, mais on se retrouve dans une concurrence oligopolistique. Et c'est le cas au Canada où on a 5 détaillants, comme je vous disais, qui font à peu près 80% des affaires, 80% des ventes de produits alimentaires. Ce qui est arrivé, outre ce que vous mentionnez au niveau de l'écologisme, au niveau de, je dirais, la saveur locale qu'on essaie de perpétuer, des fois à travers le panier bleu, des fois à travers des Aliments Québec et d'autres qui ont vu le jour et qui ont joui d'une attention sans précédent. Il y a aussi le phénomène des PME, des entreprises agroalimentaires qui fournissent les chaînes et bannières du Canada. Dans la crise, on a vu que notre chaîne alimentaire a relevé le défi.
Bon, il y a eu quelques épisodes ici et là de rupture de stock inventaire dans des catégories en particulier. On va penser à des catégories d'hygiène, entre autres. Mais en général, la chaîne alimentaire s'est très, très bien comportée. On s'est rendu compte qu'on a un réseau solide de distribution au Canada. Est-ce que vous avez eu peur que ça s'effondre? Parce qu'on a eu pendant un temps, il y avait cette idée, la pénurie s'en vient. Vous connaissez l'industrie de l'intérieur. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment... Mais cette crainte que le système d'approvisionnement s'effondre est réelle? Ou est-ce que c'était une peur catastrophiste qui hantait les débuts de la crise? Bon, écoutez, on était un peu dans le néant, donc il y a un certain nombre de choses qui auraient pu arriver, mais cette chaîne d'approvisionnement et tout ce qui la supporte est en place depuis assez longtemps. Les détaillants alimentaires sont reconnus pour leur grande efficacité d'opération. Beaucoup de nos produits viennent des États-Unis. Il y a eu des ententes rapides entre les gouvernements pour permettre la circulation des marchandises. Et évidemment, les seuls commerces qui étaient ouverts étaient les épiceries et les pharmacies. Et on a pu voir ça fonctionnait quand même très bien malgré toutes les contraintes opérationnelles et de main-d'œuvre qu'on leur a imposées. Ceci étant dit, pour revenir à votre question quant aux nouveaux défis qui sont ressortis, qui sont dans l'air du temps depuis longtemps et qui là maintenant font manchette. On parle de grands détaillants qui ont un énorme pouvoir et qui parfois vont forcer les fournisseurs, on dirait leurs fournisseurs, à leur donner de meilleurs prix, à leur donner de meilleures ristournes, à leur fournir des produits à temps, d'une certaine façon, d'un certain format. Et à ce moment-là, il y a eu entre autres la demande, et ça a été fait publiquement, de Walmart, d'avoir des meilleures ristournes et meilleurs rabais sur produits. Et plusieurs petits détaillants, petits producteurs sont sortis dans l'espace public pour dire, si je leur donne ce qu'ils demandent, je fais plus de profit. Alors, aussi bien fermé. Alors, c'est une vraie inquiétude, ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que les grands détaillants que vous avez évoqués, quand ils s'emparent d'un secteur, ils prétendent lui donner une chance immense, l'accès à un grand marché, mais en dernière instance, ils écrasent ce qu'on pourrait appeler les petites économies locales qui n'ont pas les moyens de se déployer, qui n'ont pas les moyens finalement de jouer dans les codes, selon les règles des grands, puis ils risquent finalement, voulant jouer selon les règles des grands, de s'y fracasser? Oui, c'est-à-dire que je vous dirais que la plupart des détaillants sont toujours à la recherche d'innovation, de nouveaux produits, de nouveaux fournisseurs qui peuvent les aider à se démarquer dans le marché. Donc, cette relation-là va continuer d'exister. Là où il y a un travail à faire, c'est de remettre des règles, un code de conduite qui serait le même pour tous dans l'industrie et qui amènerait peut-être un petit peu de vertu ou ramènerait des règles de base en termes de négociation. Et ces règles de base-là permettraient probablement, que les attentes de chacun sur la façon de fonctionner soient claires, les règles soient les mêmes pour l'ensemble de l'industrie, et que les négociations infinies et acrimonieuses qui ont lieu dans l'industrie prennent fin pour que on continue à négocier. Alors, on n'arrêtera pas de négocier, mais qu'on négocie sur la meilleure façon d'innover, réduire les pertes, réduire les ruptures d'inventaire en épicerie et offrir des produits de qualité aux Québécois. Alors, c'est un code de conduite qui est demandé par plusieurs experts dans l'industrie. Le politique semble vouloir s'en mêler. Tant à Québec qu'à Ottawa, on dit vouloir s'impliquer pour instaurer un code de conduite qui permette une meilleure compétition saine avec une initiative industrielle structurante. Et c'est dans cette direction-là que je crois qu'on risque de s'en aller. On s'est fié beaucoup dans le passé, Mathieu, au Bureau canadien de la concurrence, qui n'a pas nécessairement passer beaucoup de temps ou passer de nouvelles règles structurantes pour, je dirais, clarifier les règles de compétition entre les fournisseurs et les détaillants. Il faut comprendre que le Bureau canadien de la concurrence, son but n'est pas de régler les questions entre des entreprises, mais plutôt de s'assurer que le consommateur canadien puisse bénéficier de la concurrence entre les différents acteurs économiques. Et il n'y avait pas de preuves, sauf quelques cas qu'on a découverts. Je pense qu'il y a eu une petite saga dans le pain, il y en a eu une autre peut-être dans les confiseries. Outre cela, il n'y a pas eu de grands chantiers du Bureau de la concurrence pour assainir les pratiques commerciales. Donc,
À ce moment-ci, par contre, avec ce qui est arrivé avec la crise, avec les petits producteurs qui se plaignent du manque d'accès aux tablettes d'épicerie et des défis que ça pose sur leur profitabilité et même sur leur rentabilité, on est évidemment dans un autre débat, un débat un peu plus intense. Et d'ailleurs, même au Québec, la chef du Parti libéral du Québec a d'ailleurs dénoncé les pratiques déloyales de grands détaillants et réclamé ce code de conduite-là. Alors, il semble y avoir, du moins à ce point-ci, un certain consensus sur le besoin de légiférer en matière de code de conduite dans le monde alimentaire pour le bénéfice de nos PME québécoises et canadiennes et pour aussi, j'espère bien, améliorer et accroître la partie du local dans tout ce qu'on achète en épicerie. Comme quoi, on voit, à vous écouter, que la question de l'achat chez nous, des circuits courts, tout ça, alors il y a j'y reviens, il y a une forme de poésie de l'enracinement et du circuit court qui circule dans le milieu littéraire. Et, concrètement, tout ça exige des politiques qui échappent quelquefois à l'esprit des observateurs de la chose publique. Vous avez une autre réflexion, un autre pan de votre réflexion que vous avez développé ces derniers temps, notamment, je crois, dans un article de l'Action nationale, la revue dirigée par Robert Laplante. Vous avez une réflexion que vous avez développée sur un tout autre registre, mais qui m'a semblé d'une pertinence, d'une originalité tout à fait singulière, sur ce que vous avez appelé le marketing pénitentiel. Alors là, donc, le premier aspect de notre réflexion, c'était les conditions, finalement, appelons ça du nationalisme économique, les conditions concrètes du nationalisme économique. Là, votre réflexion porte sur un autre enjeu. C'est-à-dire sur, autrement dit, comment aujourd'hui on cherche à rejoindre certains segments du marché, certains segments de la population pour être capable de les éviter à d'une manière ou de l'autre embrasser tel produit, tel domaine d'activité économique. Mais vous avez développé ce concept de marketing pénitentiel. Qu'entendez-vous par ce concept de marketing pénitentiel, qui est un autre élément qui compte dans votre réflexion? Oui, tout à fait. En fait, avec tous je dirais, là, au niveau social, les différents conflits qui ont eu lieu, beaucoup aux États-Unis, évidemment, et un peu partout par rapport aux droits des minorités, par rapport au concept de diversité, de l'universalité, du besoin de transparence demandé par certaines communautés. Tout ça, c'est évidemment traduit par des demandes de groupes militants à de grandes entreprises avec pignon sur rue pour qu'ils s'adaptent à de nouvelles valeurs dites de la diversité. Et bon, des groupes militants de divers horizons vont souvent voir les entreprises pour leur partager leur point de vue. Ça peut être défense de la langue française pour les uns, défense de l'égalité homme-femme pour les autres. En voici un qui est arrivé récemment avec les éléments, surtout avec les événements qui ont lieu aux États-Unis, pour demander non seulement je dirais une meilleure représentativité ou une meilleure diversité, mais dans certains cas aussi la mise à l'encart du groupe majoritaire ou du moins de ces thèmes. Ce qui a pu se traduire par un marketing que je dis pénitentiel où finalement on s'excuse. On s'excuse et non seulement on fait une place aux revendications des groupes militants, mais on a tendance aussi, je dirais, à mettre au rencard peut-être des choses qui étaient tenues pour acquis par une majorité. Vous pensez à quoi quand vous dites un marketing où on décide de s'excuser? Un marketing où on met de côté quelquefois la majorité? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je peux vous donner un exemple. Par exemple, Sephora, récemment, passé des études aux États-Unis. La conclusion des études dans leurs magasins aux États-Unis, c'est qu'il y avait de la discrimination chez Sephora, tant avec la clientèle qu'avec les employés. Je vous résume ça en gros. Au Canada, ils ont reçu le rapport et ils se sont décidés à appliquer les règles, appliquer les conclusions dans l'entreprise au Canada. À partir d'un rapport fait sur les États-Unis. À partir d'un rapport fait sur les États-Unis. Donc, les entreprises, que ce soit Sephora ou d'autres, ont dû souvent adapter leur message pour suivre le temps. Et pourquoi je dis marketing et ensuite pénitentiel, c'est faut pas sous-estimer la capacité des entreprises à changer leur message, s'adapter à un nouveau marché pour le cibler. On veut pas perdre celui qu'on a déjà, mais on veut s'assurer de capturer celui qui est là. Et si le groupe
en particulier qu'on vise est très en vue, ben, ça pourra nous aider comme entreprise. Faut pas oublier qu'au final, le but de l'entreprise, c'est de combler ses actionnaires, de faire toujours plus de profit. Alors, s'il y a une façon qu'on peut utiliser un créneau qui existe dans l'espace public, seul l'approprier et en refléter les valeurs, à ce moment-là, on peut faire la gageure que ça va fonctionner. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Alors moi, je regarde ça sans avoir d'expertise dans le milieu économique. Il y a peut-être une quinzaine d'années, je me rappelle pas le terme exact, mais c'était la responsabilité sociale de l'entreprise, je crois. Et là, il y a donc la volonté toujours de positionner l'entreprise comme un acteur citoyen. Bon. Alors là, il fut un temps, effectivement, c'était les catégories, les différentes personnes intégrées dans l'entreprise, les handicapés, ensuite, ou l'égalité homme-femme, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le nouveau créneau ou l'environnement, et tout le monde est à un moment donné en train d'occuper de sauver la planète. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le créneau diversitaire est le nouveau créneau de la responsabilité sociale de l'entreprise? Donc, est-ce que c'est ainsi? J'ajoute une deuxième question à ça, qui, j'espère, ne vous dérangera pas, mais j'utilise la notion de capitalisme woke. C'est-à-dire, on a l'impression qu'aujourd'hui, les grandes entreprises s'approprient ces concepts-là, les concepts à la mode du wokisme et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut dire que les grandes entreprises sont particulièrement perméables à ce discours aujourd'hui? Donc, loin d'être un environnement conservateur, les grandes entreprises seraient à l'avant-garde de l'innovation idéologique de notre temps. Ce qui m'a le plus fasciné dans ce mouvement des dernières années, c'est l'américanisation sous-jacente des thèmes. Donc, à la fois, oui, comme vous dites, il y a déjà eu quand même une pression environnementale sur les organisations qui est tout à fait légitime, comme je disais un peu plus tôt, pour différents droits dans différents pays. Et ce que je trouve qui est particulièrement intéressant avec cette nouvelle mouvance, c'est son américanisation. C'est à partir d'événements passés aux États-Unis, comment est-ce qu'on a exporté ce thème-là avec ses conclusions un peu partout dans d'autres pays. Et je lisais d'ailleurs dans la Harvard Business Review une militante bien connue qui partageait ses pensées dans la revue, expliquait d'ailleurs assez éloquemment qu'elle comprend, que son organisation comprend, qui n'est pas nécessairement évident pour des employés, par exemple à Tokyo, c'est l'exemple qu'elle donne, à Tokyo, de comprendre l'histoire de l'esclavagisme aux États-Unis. Alors, elle dit, moi, je travaille avec mes équipes globales pour m'assurer qu'on trouve des événements ou qu'on trouve du moins des exemples pertinents au niveau des cultures locales où il y a eu effectivement des drames historiques qui méritent d'être ressortis au grand jour. Et elle termine en disant, si on n'en trouve pas, on va leur expliquer ce qui s'est passé aux États-Unis. On devra leur parler de l'histoire américaine et il faut qu'ils comprennent les réalités des autres. Alors, on arrive au final, à essayer de trouver des équivalents des drames des États-Unis dans d'autres pays. Et si on ne trouve pas d'équivalence, si je l'ai bien lu, elle nous dit simplement qu'il faut américaniser les thèmes dans ces autres régions. Alors, c'est assez particulier et ça peut aussi expliquer une certaine résistance. Pour reprendre l'exemple de la dame, là, quelqu'un qui est à Tokyo qui dit « Oui, mais moi, ça me regarde pas du tout. Ça me parle pas. Je peux comprendre, je peux être évidemment empathique avec ce qui se passe dans les autres pays, mais on vit pas ça ici chez nous à Tokyo. Imaginez qu'il y a bien d'autres pays ou bien d'autres citoyens dans d'autres pays qui peuvent avoir la même réaction et être sceptiques par rapport à un mouvement qui réclame souvent la diversité et qui pourtant semble prôner l'uniformisation d'une certaine façon. Au cours de la dernière année, on a vu par exemple plusieurs grandes entreprises s'approprier donc toutes les thèses sur le racisme systémique et ainsi de suite qui prennent beaucoup d'importance dans le débat public aujourd'hui. Je pense à Apple, à Coca-Cola, à plusieurs grandes entreprises qui ont on n'est pas dans des
un département de littérature comparée de l'Université du Wyoming. Là. On est quand même devant des vraies puissances, et à la fois économiques et culturelles. Comment comprendre, sans condamner ni louanger, simplement comment comprendre le fait que des grandes entreprises comme celle-là s'approprient un tel discours et l'intègrent au nom, par exemple, de l'approche équité, diversité, inclusion dans les ressources humaines, s'approprient un discours qui, jusqu'à tout récemment, pouvait sembler quand même assez passablement étranger au monde de l'entreprise. Le marketing, c'est de marteler un message pour aller rencontrer un groupe cible, pour aller vendre des produits à un groupe cible. Et les départements de marketing, un peu partout à travers le monde, dans ces grandes entreprises-là, ont dû faire le calcul en se disant il y a un mouvement dans la jeunesse ou la nouvelle génération pour reconnaître les besoins de diversité. Et en même temps, si vous êtes aux États-Unis, vous dites, ben si ça fonctionne ici, ce thème ou cette tactique marketing, je vais essayer de l'exploiter le plus possible dans les autres pays, parce que c'est comme ça qu'on fait des économies d'échelle. Alors, si on est capable de prendre une campagne qui va fonctionner à la fois aux États-Unis, au Canada et un peu partout, l'entreprise, au final, en devient gagnante. Et d'ailleurs, Mathieu, je vous sais, en temps normal, je sais que vous parcourez parfois l'Europe et vous allez voir souvent les grandes entreprises avoir un message très, très, très similaire, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, sur d'autres thèmes. Alors ici, c'est pas étranger à ça. Le marketing va agir sur des thèmes qu'ils peuvent massifier, si on veut, et exploiter pour aller chercher un groupe de gens en particulier, sans toutefois s'aliéner leur public ou leur clientèle normale. C'est-à-dire, on va vouloir aller chercher des nouveaux acheteurs sans s'aliéner ceux qu'on a déjà à l'interne. C'est tout le ballon à faire en marketing entre l'acquisition et la rétention. On avance dans l'émission. Il y a un autre segment sur lequel vous avez écrit qui me semble d'une importance capitale pour comprendre aujourd'hui le monde de l'entreprise, pour comprendre le monde dans lequel nous évoluons, parce que trop souvent, j'ai eu l'occasion de le dire en introduction, les intellos, le milieu médiatique ont une connaissance très superficielle de tout ça. Et vous en avez une connaissance intime, donc je me permets de vous amener sur un autre thème que vous avez déjà abordé. Alors, on appellerait ça la course au talent aujourd'hui, la recherche des talents. Cette idée qu'il faut... c'est tout un discours qui est très présent, c'est-à-dire que comment être capable d'attirer dans l'entreprise, comment être capable de sélectionner les meilleurs, de les amener à travailler. Donc, la culture d'entreprise, à la lumière peut-être des nouvelles générations qui pénètrent le monde de l'entreprise. Mais avant d'aller là, j'aimerais vous poser une question dans la position de ce qu'on pourrait appeler la figure du manager, la figure du cadre aujourd'hui, qui est une question qui me semble fondamentale. Il existe aujourd'hui des grandes entreprises mondialisées. Il existe aujourd'hui des entreprises mondialisées où les cadres sont invités à se déployer en disant « je vais faire une partie de ma carrière au Canada, ensuite une partie de ma carrière en France, une partie je vais pouvoir revenir aux États-Unis. » Bon. Et j'essaie de comprendre, du point de vue d'un enraciné qui est habitué, qui a finalement de doubles habitudes sédentarisées à Montréal et à Paris, mais au-delà de ça, ça me semble étrange. Quelle est la psychologie du dirigeant d'entreprise, appelons ça, qui accepte l'idée de quitter son domaine, sa ville natale, qui veut se projeter dans l'univers du leadership mondialisé? Quelle est la psychologie du cadre d'entreprise aujourd'hui à l'heure de l'entreprise mondialisée? Oui, très bonne question. Alors, dans plusieurs grandes entreprises qui font affaire au Canada, que ce soit à Montréal, ou le siège social peut être à Montréal, Toronto ou ailleurs, on va retrouver des dirigeants qui viennent de d'autres pays. C'est souvent je dirais la tactique utilisée par de grandes entreprises pour s'assurer que leurs dirigeants qui montent en grade dans l'entreprise sont allés chercher des expériences diverses pour mieux connaître la clientèle de l'entreprise. Et souvent, pour des multinationales, la clientèle, c'est le monde. Donc, on va promener des dirigeants, leur permettre d'acquérir des expériences dans des marchés en particulier pour monter les échelons, pour avoir des défis de plus grande importance et finalement de revenir travailler à la maison mère en ayant une connaissance élargie du marché et de la dynamique de l'organisation, ce qui n'est pas mauvais. Par contre, évidemment, et moi, je leur lève mon chapeau aux dirigeants qui font ça, parce qu'on abandonne une partie de
son indépendance. On est un trimballé à ça peut être à tous les 2-3 ans, même des fois moins, d'un pays à l'autre. On se déracine avec sa famille, on s'établit. Et ce qu'on cherche surtout, c'est à remplir un mandat à très court terme avec des initiatives structurantes pour changer l'entreprise dans la localité où il est, selon les désirs de la maison mère. Fait que, par exemple, ça pourrait être de dire, bon, dans les 3 prochaines années, il faut améliorer nos plateformes numériques un peu partout à travers le globe. On va envoyer nos directeurs généraux dans tel pays pour mettre en œuvre un plan de plateforme numérique, par exemple. Évidemment, ces gens-là n'ont pas vraiment le temps de s'impliquer dans leur pays. Et la langue anglaise devient évidemment le lien commun et devient normalement la règle pour l'entreprise, du moins pour le directeur général, le dirigeant et ses employés directs. Malheureusement, souvent, ça va aussi demander que les employés à tous les échelons s'adaptent à la langue du travail qui risque d'être l'anglais. Alors, genre, double question. Le dirigeant d'entreprise qui arrive ou le manager, le cadre qui arrive dans un pays, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il se soit minimalement familiarisé avec les codes culturels du pays où il s'installe? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il, d'une certaine manière, il veuille s'intégrer minimalement, ne serait-ce qu'en surface au pays où il s'installe, ou il s'attend plutôt justement à ce que la culture d'entreprise fasse en sorte qu'on soit à Barcelone, à Londres, à Paris, à New York, à Boston, à Montréal, en dernière instance, avoir les mêmes codes starbuckisés, appelons ça comme ça, du milieu de l'entreprise pour être capable d'y évoluer sans être trop dépaysé. Oui. Écoutez, il y a sûrement de beaux exemples de dirigeants qui se sont intégrés rapidement dans leur nouvelle terre d'adoption. Mais comme je vous disais tantôt, les mandats sont généralement courts. On peut parler de 2-3 ans. Donc, pour n'importe quel humain qui arrive dans une nouvelle terre d'accueil avec un mandat colossal au niveau de l'entreprise, c'est assez difficile d'intégrer tous les codes de la terre d'accueil. Et en même temps, si on peut utiliser ce qu'on connaît déjà le plus possible, c'est-à-dire la langue anglaise, cette façon de fonctionner dans l'entreprise et de l'appliquer à la nouvelle division locale, c'est probablement ce qui va arriver, la chose la plus simple. Je peux vous donner un exemple récent. La Banque Laurentienne, qui est québécoise à au moins 50%, quand on regarde son chiffre d'affaires et ses employés, a engagé une dirigeante qui est basée à Toronto et qui est seulement anglophone. Les critiques dans les journaux au départ, c'était qu'arrivera-t-il des 1500 employés qui travaillent au Québec? Vont-ils devoir apprendre l'anglais et non seulement apprendre l'anglais, mais faire de l'anglais leur langue du travail? La réponse c'était bien non. La nouvelle présidente, elle va apprendre le français. Eh bien, je viens de regarder presque 1 an plus tard, je crois qu'elle a joint l'entreprise et tout se passe en anglais. Et il semble que même dans l'Assemblée des actionnaires, on ait refusé que les questions soient posées en français. Du moins, c'est ce que j'en ai compris. Mais ce qui est clair, c'est elle a dû, la présidente, maintenant s'engager un nouveau président du Québec. Donc, ils ont dû créer un nouveau poste qui fait que j'imagine que le Québec va se rapporter au numéro 2. Et le numéro 1, ceux qui auront accès, sont ceux qui sont en dehors du Québec. Alors, je peux comprendre qu'on essaie de faire du patching, là, mais au final, dans une entreprise qui était éminemment québécoise, ce qui est arrivé pour permettre l'arrivée d'une nouvelle présidente, c'est beaucoup d'inconvénients pour les employés francophones. Alors, je vous relance là-dessus avant d'aller sur la question des talents, justement. Est-ce qu'on peut dire, donc là, je pense à la psychologie du dirigeant, je pense à la culture d'entreprise aujourd'hui. Est-ce qu'en dernière instance, est-ce que ça ne favorise pas chez une certaine catégorie de managers, une certaine catégorie de cadres, une espèce de psychologie de la déliaison, appelons ça comme ça, avec leur pays d'accueil, pas leur pays d'accueil, pardon, leur pays d'origine, leur pays natal, leur pays de référence. Donc, en dernière instance, ils ne sont plus amenés à penser dans les termes de leur pays, même l'idée d'y élever sa famille, être capable de s'y projeter durablement. Leur univers de référence, c'est désormais l'entreprise et ce n'est plus leur pays, la continuité du quartier, de la ville où ils ont été. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, autrement dit, une espèce de transfert d'univers de loyauté, un transfert d'univers de référence. Vous savez,
Je lisais récemment David Goodhart qui a les Anywhere et les Somewhere. Voilà. Alors, les Anywhere et les Somewhere ont chacun leur propre définition, leur propre vision du monde. Et je dirais que beaucoup de ces dirigeants internationaux, comme je vous dis, qui se promènent d'un pays à l'autre et qui sont parachutés pour des mandats à Tokyo, à Montréal, à Boston, ensuite à Paris, ce sont ont plutôt une vie nomade et plutôt des anywhere. Et quelqu'un qui voudrait demeurer un somewhere, peut-il progresser dans l'entreprise ou est-ce qu'il atteint assez rapidement le vrai plafond de verre serait peut-être celui-là? C'est-à-dire quelqu'un qui est de quelque part et qui veut y rester, le vrai plafond de verre, c'est peut-être pas en fonction de l'identité sexuelle ou ainsi de suite, mais le fait de vouloir rester chez soi. Oui, dans une entreprise globale, dans une grande entreprise globale, il va souvent y avoir de la pression, des incitatifs à déménager dans d'autres pays. Ça va être assez rare. Quelqu'un qui va pouvoir faire son chemin du jusqu'en haut de la pyramide au niveau local sans avoir eu à avoir une expérience dite internationale. Et à partir du moment où tu as une expérience internationale, une deuxième, une troisième s'en vient, et on peut passer plusieurs années à l'extérieur du pays. Je dirais pas que c'est tous les cas qui sont comme ça. Dans l'industrie des biens de consommation, dans l'industrie pharmaceutique, on le voit maintenant avec l'exemple que je donnais tantôt, ça se fait aussi dans le secteur bancaire. Il y a cet appel, on l'a vu aussi chez Bombardier, dans d'autres entreprises qui ont été citées dans les journaux. Il y a cet appel à bouger les gens et cet appel à avoir avoir des dirigeants qui viennent de d'autres pays. Et évidemment, comme je vous disais, souvent à ce moment-là, la langue d'opération devient rapidement l'anglais. Il reste le temps d'un dernier petit bloc pour toucher à une question qui est tout aussi centrale aujourd'hui. Alors, quand on la formule dans des termes très généraux, c'est pénurie de main-d'œuvre. Alors ça, c'est un terme qui est très général. Reformulons-la en termes plus concrets, du point de vue de l'entreprise, c'est la question du recrutement. C'est la question, justement, d'être capable aujourd'hui de sélectionner, de recruter une main-d'œuvre de qualité dans l'entreprise. Est-ce que, du point de vue des entreprises aujourd'hui, j'ajoute une dimension générationnelle à ma question. On a tendance à dire, il était une fois la possibilité, j'entrais dans une entreprise à 18 ans et j'en sortais à 65 ans avec la montre en or et le fonds de pension. J'y avais passé toute ma vie. Donc, l'entreprise était une autre maison, en quelque sorte, un prolongement de la maison. Ensuite, il y a eu cette espèce de mode des années 90 où on disait qu'on allait avoir 12 carrières dans notre propre vie, et ainsi de suite. Et là, c'était la perpétuelle réinvention, qui est une forme d'éloge de l'instabilité et de l'insécurité. Quelle est aujourd'hui la culture lorsqu'on pense l'entreprise, quand on pense au recrutement des jeunes talents, quand on pense la possibilité de les intégrer, quand on pense à intégrer une jeune génération que l'on dit particulièrement instable économiquement, que l'on dit moins économiquement, fait que socialement, toujours à la recherche de nouvelles expériences. Quel est aujourd'hui l'univers dans lequel se passe, appelons ça l'univers de l'entreprise pour recruter, pour être capable de créer un environnement qui pourrait fidéliser minimalement ceux qui veulent y travailler? J'adore votre question parce qu'on prête beaucoup d'intention aux jeunes. Sur leur façon de travailler, leurs différentes motivations, toute l'histoire de la loyauté. Faut comprendre que les jeunes ont aussi regardé leurs parents. Les jeunes ont vu de grandes entreprises faire des mises à pied avec la mondialisation des emplois. On parlait tantôt, même dans le milieu pharmaceutique, où beaucoup d'usines, beaucoup de production locale est partie en Asie et en Extrême-Orient. On peut penser, et c'est évident qu'il y a eu des pertes d'emploi. Alors, les jeunes de génération, je dirais les jeunes de la génération Y et les plus jeunes, ont vu leurs parents souffrir du modèle économique où le lien de loyauté a été profondément changé. C'est très rare maintenant ce que vous disiez tantôt avec la bague d'or après 50 ans de service. Ça commence à être très, très rare. Et ce n'est pas simplement parce que les employés sont moins loyaux, mais on sait que le marché de l'économie subit des bouleversements, que nous sommes en compétition avec d'autres pays. La compétition, elle est intense. Il y a toutes sortes de bouleversements technologiques dans les entreprises qui font qu'il est plutôt rare ou il est presque utopique de penser qu'on peut passer sa carrière dans la même entreprise. Je vous donnerai l'exemple que moi j'utilisais et que j'utilise toujours dans le milieu quand on parle de lien de loyauté. Le lien de loyauté véritable pour une entreprise avec ses employés, c'est de continuer de leur offrir de la formation, du développement. Et on souhaite que cette formation, ce développement-là
aide ces employés-là à continuer à évoluer dans l'entreprise, à être productifs, à amener de la valeur ajoutée. Mais en même temps, ce qu'on dit aux employés, c'est on investit en vous. Et ça, c'est la meilleure entente qu'on peut avoir ensemble. Si l'entreprise venait à fermer ou à changer, ou si des opportunités de progression de l'employé venaient à stagner, mais l'employé peut bouger d'une entreprise à l'autre et il aura eu une expérience pertinente qui va lui permettre de gagner sa vie. Alors, on n'est plus dans des promesses de 20, 30, 40 ans dans la même compagnie. On est dans un contrat où on se dit « Parfait, je vais travailler pour toi, mais tu dois investir dans mon développement. » On en est aussi avec une génération, et on l'a vu dans les journaux dans les dernières semaines, qui est plus indépendante par rapport au lien, je dirais, d'autorité et de verticalité. Quand j'ai commencé moi-même à travailler dans les années 90, des travaux pour des jobs à temps partiel, comme on dit, j'ai dû, à quelques occasions, et ça ne m'a pas nécessairement déplu, c'était un apprentissage, mais peut-être avoir à négocier avec un patron qui n'était pas nécessairement des plus sympathiques, des fois même pas nécessairement des plus compétents. Il y a eu un apprentissage avec ça, mais aujourd'hui, les jeunes placés là où ils sont, avec le marché du travail qu'on connaît, où on demande de la main-d'œuvre, les jeunes ont le choix de choisir l'employeur pour lequel ils voudraient travailler, et de ne pas nécessairement accepter ce qu'on devait accepter dans les années 90 comme pression et parfois comme impolitesse. Alors moi, je ne peux pas à blâmer les jeunes pour les choix qu'ils font. Le marché du travail ou le rapport dans le marché du travail s'est inversé. On est passé d'époques où 7-8% de chômage était normal à des pénuries dans certains secteurs qui forcent les entreprises à se réinventer. Alors, vous avez dit le mot pénurie, on se rapproche de la fin de notre entretien. Je m'en voudrais de ne pas vous poser la question sur ce thème qui occupe tant et tant de place dans notre débat public, la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que, de votre point de vue, ce concept de pénurie de main-d'œuvre est pertinent aujourd'hui? Je pense, pour vous poser la question, à un Jacques Houle, qui dit dans son livre « Disparaître », non, fondamentalement, la pénurie de main-d'œuvre, c'est le genre des entreprises qui veulent conserver une main-d'œuvre à bas marché, qui ne veulent pas faire les efforts nécessaires pour se moderniser, pour faire le saut technologique, pour être capable de se robotiser, comme on disait autrefois, être capable de faire de maintenir un modèle économique viable au-delà d'une main-d'œuvre à bon marché. Est-ce que, vu de haut, il est légitime de parler de pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui ou est-ce que ce concept ne recouvre pas la réalité qui est la nôtre? Il y a deux éléments importants à considérer ici. Dans un premier temps, effectivement, on apprend de plus en plus à regarder à écouter les acteurs de milieu économique que les besoins sont surtout au niveau d'employés à salaire assez bas. D'ailleurs, le premier ministre Legault a lancé un pavé dans la mare en disant « Moi, je veux accueillir des gens qui peuvent avoir des salaires, je pense que c'était 56 000 $ et plus. » Et d'autres ont dit « C'est beaucoup trop élevé. » Effectivement, les besoins immédiats en main-d'œuvre sont souvent pour des emplois à bon marché. Le défi, évidemment, pour une entreprise, il y a des entrepreneurs qui ont fait des sorties et c'est bien, ils ont participé au débat en disant « Mais moi, j'aimerais bien augmenter les salaires dans mon milieu, mais si je fais ça, je vais fermer mes portes. » Et ce serait effectivement dommage qu'on perde des entreprises de cette façon-là, mais pour être bien honnête avec vous, si le seul avantage concurrentiel d'une entreprise, c'est ses bas salaires, c'est peut-être pas quelque chose qui est durable et c'est certainement pas quelque chose qui l'entreprise ne pourra pas survivre simplement sur une base de bas salaire. Elle va devoir user de technologie, elle va devoir re-questionner son modèle d'affaires, se repositionner sur le marché ou effectivement prendre des choix quant à la pérennité de son entreprise et de ses produits. Autre truc qu'on oublie parfois, et TVA Nouvelle l'a rappelé récemment, je trouvais ça intéressant, et nous, tantôt on parlait de la crise, au plus fort de la crise, les milliards sont tombés sur les entreprises pour les aider à passer au travers de mauvais moments. Et ça a fort probablement créé ce qu'on appelle les entreprises zombies, celles qui étaient vouées à la faillite. Parce que des entreprises, ils s'enferment à tous les années, ils s'enrouent à toutes les années, évidemment, et on note qu'on a atteint un creux en 20 ans en termes de faillite. Donc, il y a des entreprises qui ont survécu grâce au gouvernement. Et ces entreprises-là ont des employés, emploient des gens, et éventuellement, ils vont frapper un mur.
est-ce que ces employés-là, le rôle du gouvernement ne serait pas plutôt à ce moment-là de s'assurer qu'on redéploie ces employés-là dans des secteurs d'avenir? Est-ce qu'il y en a assez? C'est assez difficile à dire à l'heure actuelle, mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de ces entreprises-là qui ne survivront pas. Et là, on va être pris peut-être avec un surplus de main-d'œuvre ou du moins une main-d'œuvre à redéployer. Donc, il y a plusieurs questions à se poser quant à notre support ou notre encouragement ou notre vision par rapport aux entreprises où les bas salaires semblent être la clé du succès. Et ça, je pense que c'est une question à la fois économique et sociale. La deuxième, c'est à savoir, avec tout ce qui se passe présentement, il serait plutôt prématuré de penser que l'économie est en équilibre à l'heure actuelle et qu'éventuellement, il va y avoir des travailleurs qui vont se chercher des emplois, qui vont devoir être redéployés vers d'autres industries et peut-être plus des industries d'avenir. Un dernier point pour répondre à votre question aussi, à savoir les alternatives. On parle évidemment aussi de l'intelligence artificielle qui va devenir un sujet, qui est un sujet très important aujourd'hui. Donc, tout ce qui est numérique. Et quand il y a eu la révolution informatique des années 80, c'était pour remplacer effectivement des tâches répétitives de col bleu. Mais avec l'intelligence artificielle, on va remplacer des employés, on va remplacer des humains dans leurs analyses, dans l'établissement de liens de causalité. Alors, certains emplois qui vont disparaître avec l'intelligence artificielle sont des emplois de gestion, de supervision, d'analyse, donc des emplois de col blanc. Alors, il y a tout un arrimage à faire entre les différents vents contraires qui se passent au niveau du marché du travail. C'est difficile d'y voir clair, surtout en pleine crise, mais le gouvernement, les acteurs économiques devront jouer un rôle à continuer la discussion qui se passe à l'heure actuelle et à déterminer une voie pour l'avenir. Et la voie pour l'avenir, selon moi, n'est pas simplement de créer des occasions pour des emplois à bas salaire et dont la pérennité est loin d'être assurée. Alors, sur ces réflexions finales sur la question de la main-d'œuvre, Pascal Leduc, c'était un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui aux Idées mènent le monde. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la Joute et sur Cube Radio tous les jours à 10h à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.